Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition du 19h dont je vous propose de découvrir le sommaire. Passation de témoins à la tête de l'association des femmes chefs d'entreprise de Monaco. Alors que l'élection de la nouvelle présidente a lieu ce mardi en début de soirée, nous serons dans ce journal avec celle qui a présidé aux destinées de cette entité depuis 6 ans, Johanna Houdrouge. Jour de Demo Day à Monaco Tech, c'est l'occasion pour les startups de l'actuelle promotion incubée à Fontvieille de présenter leur activité et de se faire connaître. Nous y étions. Du changement temporaire à venir au marché de la Condamine, une partie des commerçants va être relogée à l'espace Léo Ferré le temps du Grand Prix de Formule 1. Nous vous détaillerons les modalités logistiques de ce transfert. Un voyage à travers les grandes révolutions qui ont marqué les transports, c'est ce que propose le musée des timbres et des monnaies depuis le 11 mai. Cette exposition, vous le verrez, est notamment composée de 180 timbres-poste. Après 6 années passées à la présidence de l'association des femmes chefs d'entreprise de Monaco, Johanna Houdrouge s'apprête à transmettre le relais. Durant 2 mandats, elle aura accompagné le développement du réseau, renforcé la visibilité des entrepreneuses monégasques et porté de nombreux projets en faveur du leadership féminin en principauté. À l'heure de passer le flambeau à une nouvelle équipe, l'élection a lieu ce soir, elle revient sur son bilan, sur les défis rencontrés et sur les ambitions pour l'avenir de l'association. Bonsoir Johanna Houdrouge. Bonsoir Patricia. Aujourd'hui, vous passez officiellement le témoin. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir ? Alors c'est un mélange de beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. 6 années à la présidence de cette belle association, c'est beaucoup de choses. Mais aussi sereine, de laisser une association en parfait état de fonctionnement, d'usage, de trésorerie et avec le sentiment du travail accompli, avec énormément de choses qui ont été réalisées pour cette association avec mon équipe durant ces dernières années et qui en fait une institution économique de premier rang à Monaco. Et quand vous repensez au début de votre mandat, c'était donc il y a 6 ans, qu'est-ce qui vous revient en premier ? Alors la première chose qui me revient, c'est ma prise de fonction en septembre 2020, en pleine pandémie. Donc nous avions les masques. C'était une période économique très compliquée. Nous n'avions absolument aucune visibilité sur l'avenir, sur l'économie et sur nos entreprises. Et 6 ans après, nous sommes ici dans ce magnifique lieu du Conseil national avec mes membres qui ont su rebondir et qui ont su tenir debout et faire tenir leurs entreprises. Oui, beaucoup de résilience de la part des femmes chefs d'entreprise, pas que des femmes d'ailleurs, mais beaucoup de résilience. Si vous deviez résumer votre présidence en 3 mots, lesquels choisiriez-vous ? Alors c'est très compliqué de le résumer en 3 mots. Je pourrais en tout cas le résumer en la première chose, formidable aventure humaine. Parce que cette expérience m'a permis de croiser la route de nombreuses femmes, mais surtout de nombreux chefs d'entreprise, comme vous disiez, qui sont très résilientes, ici à Monaco, qui participent vraiment activement à l'économie monégasque, mais aussi des femmes chefs d'entreprise du monde entier. Donc c'est vraiment une chance d'avoir eu cette formidable aventure humaine. Un deuxième mot, ce serait l'ouverture de notre réseau à l'international. Effectivement, nous avons accueilli le premier congrès européen des femmes chefs d'entreprise, ce qui nous a permis de démontrer que Monaco est peut-être petit par sa taille, mais jamais par son ambition. Nous avons pu faire de grandes choses avec ces femmes chefs d'entreprise européennes qui sont venues en principauté. Et c'est vraiment une belle visibilité pour notre association des femmes chefs d'entreprise de Monaco. Et le dernier, qui serait pour moi le plus important, c'est la transmission. Transmission aux générations futures. J'ai vraiment eu plaisir pendant ces 6 années à créer des ponts avec les jeunes filles, notamment un speed mentoring avec l'association Chicaniken Girl Boss. Et mon but était vraiment de transmettre aux jeunes filles cette volonté d'entreprendre, de viser haut. Et si je n'ai pu toucher qu'une seule fille parmi des centaines qui pourra un jour monter son entreprise et comprendre qu'il n'y a pas de plafond de verre et qu'on peut être chef d'entreprise, même si on est une femme, j'aurai le sentiment du devoir accompli. Vous avez parlé d'une dimension humaine importante. On parle souvent du réseau des femmes chefs d'entreprise comme d'une famille entrepreneuriale. Comment avez-vous vécu cette dimension humaine en interne cette fois ? Alors, il est vrai que nous sommes donc 70 femmes chefs d'entreprise, 70 entreprises, 70 femmes dirigeantes,
tout avec ténacité, caractère et résilience. Mais ça nous permet effectivement de partager nos combats, nos challenges, nos responsabilités, la difficulté parfois de concilier vie familiale et vie professionnelle. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très enrichissant de pouvoir compter les unes sur les autres et de pouvoir partager toutes ces problématiques. Et est-ce qu'en 6 ans, il y a eu des évolutions notables chez les femmes entrepreneurs à Monaco ? Les évolutions sont les mêmes que n'importe quel entrepreneur, homme ou femme, ici à Monaco ou ailleurs. Il est vrai que, comme toujours, nous essayons de développer de plus en plus nos entreprises, de s'adapter au monde économique moderne, notamment avec l'IA ou autre chose. Je dirais que la particularité de nos membres, c'est d'avoir justement su rebondir, su innover en matière d'entrepreneuriat. Nous sommes aussi vraiment ravis d'avoir accueilli de nouveaux profils au sein de l'association, puisque quand je suis rentrée il y a 6 ans, nous étions une cinquantaine, nous sommes désormais 70, avec des domaines d'activité très variés, mais aussi avec des profils très innovants, des petites entreprises, des jeunes du Monaco Boost, mais également des fleurons de l'économie monégasque qui n'étaient pas encore membres. Donc j'ai envie de dire qu'on s'est vraiment enrichi grâce à ça, comme n'importe quel entrepreneur la place pourrait s'enrichir, ce qui permet bien évidemment de créer des opportunités de business communs, mais également de se former les unes les autres. Nous avons mis l'accent sur la formation de nos membres en matière de législation. Celle-ci évolue au quotidien pour le chef d'entreprise, pour nos salariés, car nous sommes de nombreuses entreprises à embaucher une forte masse salariale en principauté, et il est vrai que nous nous entraidons et nous essayons d'être toujours à la pointe de la législation à ce niveau-là. Oui, on sent beaucoup d'énergie. La fonction de présidente en demande de l'énergie. Qu'est-ce que cette expérience, ce sera ma dernière question, vous a appris sur vous-même, Johanna Houdrouge ? Oui, effectivement, comme je le disais, la fonction de présidente est une fonction à part entière, très prenante. Personnellement, j'y ai mis vraiment toutes mes convictions, toute ma passion. C'est vraiment une cause dans laquelle je crois. Tenir une association, c'est vraiment quelque chose qui vous apprend beaucoup de choses sur vous-même, de la patience, de l'écoute, de la pédagogie. Et je me sens vraiment chanceuse d'avoir croisé la route de femmes chefs d'entreprise aussi différentes. Je garderai en mémoire toutes ces femmes, tous ces parcours, toute cette ténacité, toute cette résilience qu'elles ont mis dans leurs entreprises et qu'elles ont mis au service de l'association. Et je les remercie sincèrement de l'honneur qu'elles m'ont fait de pouvoir les représenter pendant ces 6 belles années. Merci Johanna Houdrouge, et nous dévoilerons donc dans l'édition de demain 19h le nom de celle qui va prendre votre succession. Merci Johanna. Merci Patricia. Entrepreneuriat encore, l'innovation était à l'honneur aujourd'hui avec le démodé de l'incubateur de start-up monégasque Monacotech. Christinda Petit-Homel et Jean-Alexandre Dordet ont assisté à cet événement qui met en lumière ces entreprises promises à un bel avenir. Regardez leur reportage. Sélectionnées parmi une centaine de candidatures, 4 start-up ont fait leur entrée au sein de l'incubateur monégasque. À cette occasion, les entrepreneurs ont présenté leurs projets lors du démodé. Des univers variés, mais un point commun, la technologie au service de solutions concrètes. On en a 3 qui suivent, je dirais, notre incubation standard pour 36 mois, on l'espère, et un qui est entrepreneur en résidence, qui est une nouvelle initiative que nous avons lancée. Donc c'est un entrepreneur qui a beaucoup de sociétés différentes, technologiquement très différentes aussi, et qui va permettre d'apporter une expérience, une grande variété, et aussi un profil international au contact des 3 autres et au contact plus généralement de l'incubateur. Donc lui restera moins longtemps. C'est notre premier galop d'essai pour entrepreneurs en résidence et c'est un succès. On a Nick qui lui va présenter une façon beaucoup plus intelligente de générer du revenu dans le domaine de la publicité en ligne. On a Uday qui a une application révolutionnaire pour l'enseignement scolaire auprès des élèves et puis aussi pour les professeurs. On a Alexandre qui donc fait de la maintenance prédictive en matière automobile et on a Arthur qui lance une facilitation au niveau pour les chimistes en particulier, pour les formulateurs, une façon d'accélérer, d'aller beaucoup plus vite, de façon plus efficace pour mélanger les ingrédients et comme ça gagner du temps et donc de l'argent. Et si les startups ont su capter l'attention du public, l'une d'entre elles s'est particulièrement démarquée. Une innovation qui nous parle directement puisqu'elle vise à faciliter notre quotidien.
Je vais présenter une application qui est directement comme un garagiste professionnel qui serait assis à côté de vous en permanence dans votre véhicule. Donc une application qui va toucher l'automobile, mais l'automobile d'aujourd'hui, depuis 1997 jusqu'à nos jours, et qui va vous permettre de prévenir les pannes plutôt que de les subir. Donc en gros, le système est simple, on analyse les données de votre véhicule, on a un algorithme qui vient prédire la suite, et votre voiture sera bientôt capable de vous parler et de vous dire attention, votre batterie est bientôt HS, envisagez de la remplacer avant que vous ayez besoin d'appeler une dépanneuse. Un projet qui promet de réduire les mauvaises surprises, d'éviter les arnaques et de limiter le stress souvent lié à l'entretien automobile. Le démodé de Monaco Tech confirme donc son rôle de tremplin pour ces jeunes entreprises innovantes, prêtes à transformer nos usages et peut-être notre quotidien. Cette information pratique à présent, lors du Grand Prix de Formule 1, le marché de la Condamine sera délocalisé vers l'espace Léo Ferré pour laisser place à la fan zone. Un aménagement temporaire effectif à partir du 26 mai prochain. Écoutez l'adjointe au maire en charge du cadre de vie, de l'environnement et du développement durable, Marjorie Crovetto. Nous avons souhaité proposer aux commerçants qui le pouvaient et qui le souhaitaient de travailler directement de l'espace Léo Ferré pour accueillir leur clientèle habituelle, ce qui permet aussi à la population monégasque de continuer à avoir justement les maraîchers présents. Donc l'espace Léo Ferré va accueillir un marché provisoire avec les maraîchers, Solis Bio et aussi notre fleuriste donc pendant la durée de la fan zone. Donc le marché ici va se terminer le 23 mai et va ouvrir à l'espace Léo Ferré à partir du 26 mai et jusqu'au 14 juin. Donc en fait, il y a une semaine pour démonter la totalité des kiosques, une semaine pendant laquelle il y aura la fan zone et une semaine pour remonter. En fait, parce que tout ce que vous voyez là va être remonté exactement de la même façon. Donc on pense que vraiment vers le 15-16 juin, en fait, les commerçants pourront réintégrer la place. Et que se passera-t-il pour les restaurateurs du coup ? Alors pour eux, ce n'était pas possible de les relocaliser puisqu'en fait, ils font de la cuisson. Donc l'espace Léo Ferré ne pouvait pas accueillir ce genre d'activité puisqu'il n'y a pas d'extraction, enfin tout ce qui est sanitaire, ce n'était pas possible. Donc eux, ils vont fermer leurs portes pendant 3 semaines et revenir quand tout sera réinstallé sur la place, reprendre exactement l'emplacement où ils sont aujourd'hui. Marjorie Crovetto était interviewée par Yannick Debevert. La MAPI organise depuis 10 ans des journées portes ouvertes et comme chaque année à cette période, l'événement est dédié à la fête des mères mais aussi avec un peu d'avance à la fête des pères. C'est l'occasion pour nous de revenir sur les missions de la MAPI, sur ses bénéficiaires mais aussi de mettre en lumière leur travail qui a permis de proposer de belles idées de cadeaux comme vous allez pouvoir le voir dans ce reportage de Fabien Bonilla et Julien Logier. Nous avions quitté les locaux de la MAPI cet hiver pour l'une des 2 journées portes ouvertes de l'année où les décorations de Noël étaient de mise. On les retrouve 5 mois plus tard, même lieu, mais autre ambiance, plus printanière cette fois, pour la 2e journée porte ouverte de l'association monégasque pour l'aide et la protection à l'enfance inadaptée, dédiée à la fête des mères et la fête des pères. Cette association accompagne des personnes en situation de handicap. Les nombreux bénéficiaires de la MAPI ont accueilli lors de ces JPO toutes les personnes venues dans leurs locaux situés à Fontvieille pour faire des emplettes. Aujourd'hui, ils sont là pour présenter leur travail, faire connaître aussi le travail à leurs parents, parce que les familles c'est très important dans notre métier, et aussi pouvoir prendre contact avec les personnes de l'extérieur, pouvoir faire découvrir leur travail. D'ailleurs, vous avez vu, il y a de l'artisanat, il y a des paniers, des confections, de la couture, et tout ça, ça fait des apprentissages qui leur permet après d'acquérir des gestes de travailleurs, comme tout le monde. De nombreux objets sont à la vente, préparés ou confectionnés par les membres de la MAPI. On a fait beaucoup de choses pour cette journée porte ouverte. On attendait cette journée avec le cœur parce que les bénéficiaires sont en capacité de réaliser du travail avec leur encadrant et leur éducateur. On fait des paniers sucrés, barbecue, paniers ratatouille avec une planche de couteau, une planche à découper et un panier marqué c'est moi le chef ici. Voilà. Et on fait des paniers potés, des paniers apéro, des paniers sucrés. Donc il y en a pour tout le monde. Voilà. J'aime bien voir tout ce monde. Ça me rend vraiment heureux. Je suis heureux. Ça me tient beaucoup à cœur parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient et notre association à MAPI se fait connaître de plus en plus.
Bougies en fleurs, paniers de jardinage, plantes et aromates, beaucoup sont repartis avec des cadeaux pour un être cher. Pour rappel, la fête des mères sera célébrée cette année le dimanche 31 mai et la fête des pères le dimanche 21 juin. Et vous l'avez vu écrit dans les mains de Sophie Caserio, synonyme de maman, super-héroïne. Les mamans apprécieront, elles que nous fêterons donc avec beaucoup d'affection le 31 mai. Des premiers messages à cheval aux voitures de course les plus emblématiques, le musée des timbres et des monnaies propose depuis la mi-mai l'exposition Voyage au fil du timbre. On peut y découvrir des pièces rares qui retracent l'évolution des échanges à travers la philatélie, un parcours qui mêle donc patrimoine, innovation et passion automobile. Le récit est signé Vanessa Dessy et les images Jean-Alexandre Dordet. Né de la volonté de raconter l'histoire des transports et de la communication autrement, l'exposition Voyage au fil du timbre propose une véritable balade à travers les époques. Cette exposition a été imaginée par Flavie Bonin-Novaretti, donc responsable du musée des timbres et des monnaies, qui est partie d'une série de timbres de 1961 retraçant l'évolution des moyennes correspondances, donc du XVe siècle au XIXe siècle, que l'on voit ici sur les panneaux. Il y a 180 timbres. Le plus ancien date de 1953, le plus ancien exposé, on va dire, qui met en avant les pigeons voyageurs et l'hélicoptère postal. L'exposition met en lumière la fascination intacte pour la vitesse, l'innovation et l'esprit de liberté qui accompagnent l'évolution des véhicules depuis leur début. C'est vrai que l'automobile et Monaco ont un lien symbolique, historique. Donc il était tout naturel de mettre en avant à la fois les voitures de loisirs et les voitures de course. Monaco, avec son Grand Prix depuis 1929, fait partie de l'histoire automobile à l'échelle internationale, l'Automobile Club de Monaco. Et puis Monaco est également une vitrine technologique pour l'automobile écologique, avec l'organisation du Monaco e-Prix. Donc 4 des 8 panneaux de l'exposition mettent en avant l'évolution de ces voitures, à la fois de loisirs et de courses, et les pilotes mythiques qui ont conduit ces bolides. Et parmi les pièces les plus emblématiques, une lettre d'une extrême rareté. Elle illustre à elle seule l'ingéniosité des premiers systèmes de communication et l'évolution spectaculaire des échanges. C'est une lettre par ballon monté qui fait partie de la collection du prince de Monaco et qui a été prêtée aimablement par le palais princier. Il s'agit de cette lettre, expédiée de Paris en 1870 pendant le siège de Paris par les Prussiens et les Allemands. Donc on voit le timbre français et le cachet d'oblitération en rouge. Donc il faut savoir qu'à l'époque, à ce moment-là, le seul moyen de communication, vu que Paris était assiégé, c'était les airs. Il faut préciser que ces ballons montés ne sont pas des montgolfières, donc ils sont dirigés uniquement au gré du vent. Donc beaucoup de courriers ne sont pas arrivés à destination, mais certains courriers, comme celui-ci, expédié par un notable français à Madame Malesprine à l'Hôtel de Paris, est arrivé jusqu'à destination. L'exposition Voyage au fil du timbre se tiendra jusqu'au 27 septembre prochain au Musée des timbres et des monnaies. Sachez également que le musée des timbres et des monnaies présente désormais un parcours modernisé avec de nouveaux espaces pédagogiques sur la fabrication des timbres et des monnaies, ainsi qu'un atelier immersif dédié à l'art de l'oblitération. Passons au sport et à ce tournoi organisé pour les enfants par l'AS Monaco FC. La Mounegou Cup a rassemblé aujourd'hui au stade Louis II plus de 420 élèves des classes de CE2 de la Principauté. Le reportage sur place de Frédéric Elion sur des images de Lionel Bernardi. Ils ont passé une journée dans la peau de joueurs professionnels. Le stade Louis II, rien que pour eux, plus de 420 enfants des classes de CE2 de la Principauté ont participé à la 4e édition de la Mounegou Cup, un tournoi imaginé par le président de l'AS Monaco, Dimitri Ribolovlev, afin d'encourager la pratique du sport chez les enfants et renforcer les liens entre le club et la jeunesse monégasque. C'est un projet très spécial pour le club parce qu'on a l'opportunité de connecter avec toutes les écoles monégasques, de proposer une expérience pour jouer le foot ici au stade Louis II. Minamino est ici aussi aujourd'hui, c'est spécial pour nous, mais pour les enfants aussi. C'est ça, j'espère qu'ils pourront
venir au stade en plus pour inviter les parents aussi. Et ça doit donner aussi un meilleur environnement pour nous, pour les futurs du club. C'est aussi un événement sportif, d'un sport collectif, donc c'est aussi important pour les élèves de participer à ce type d'événement. Et autour de ça, les valeurs, donc les valeurs déjà d'égalité de genre, puisque chaque équipe est composée de filles et de garçons, de fair play, de respect. Et puis c'est aussi une fête, voilà, toute l'année ils viennent faire du sport au stade, on leur dit surtout ne foulez pas la pelouse, et puis bon là du coup on leur dit lâchez-vous, courez, donc forcément ça leur fait super plaisir. Dès 9h du matin, 8 équipes représentant les écoles des Révoirs, de Fontvieille, la Condamine, Saint-Charles, FANB, Le Cours Saint-Maur ISM et la British School se sont succédés sur le terrain avec des rencontres de 10 minutes. Après 94 matchs disputés, place à la finale entre FANB et l'International School of Monaco. Un match serré qui ira jusqu'à la séance de tir au but, remportée par FANB qui s'adjuge la 4e Monégasque Cup. Je me suis sentie comme un professionnel. À la finale, j'avais un peu la pression parce qu'il y avait toutes les classes de CE2 autour de nous qui nous encourageaient ou encourageaient les adversaires. Mais c'était une journée très belle et j'ai adoré. C'est un moment incroyable. Tu te dis « Ah, tu vas toucher la pelouse !» Mais c'est un rêve ou pas? Du coup, et plus tu remportes la Monégasque Cup, et tu planes. Le milieu de terrain de l'AS Monaco, Takumi Minamino, a remis les médailles aux finalistes et aux vainqueurs avant de signer des autographes pour terminer cette belle journée au Stade Louis II. Le cercle d'échecs de Monte-Carlo poursuit son chemin en top 12 féminin. Il file en demi-finale après une très belle prestation le week-end dernier à Asnières-sur-Seine. Les joueuses monégasques ont remporté leurs 5 rencontres. En demi-finale, elles affronteront Mulhouse les 27 et 28 juin prochains à Poitiers. Autre bonne nouvelle pour le cercle d'échecs de Monte-Carlo, l'équipe 2 est promue en National 1 féminine après avoir terminé à la première place du groupe Sud à Saint-Raphaël. C'est sur cette dernière information que se referme ce journal. À suivre dans un très court instant les prévisions météo présentées par Alexandra Pani. Nous nous quittons sur la série de photos de fin d'édition consacrée à la Monégasque Cup. Elles sont signées Manuel Vitali. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h sur Monaco Info. Très belle soirée et à demain donc. Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour les prévisions météo de ce mercredi 20 mai. Le ciel sera dégagé sur l'ensemble de la journée, avec tout de même quelques passages nuageux à noter. Le thermomètre affichera 21 degrés au plus chaud de la journée. Le soleil se lèvera à 5h58 et se couchera à 20h55. Comme chaque mardi, nous vous proposons également de jeter un coup d'œil à la météo de l'eau en partenariat avec la Société monégasque des eaux. Cette semaine, l'indicateur affiche la couleur jaune, ce qui signifie que les sources de Monaco couvrent 25 à 50% de notre consommation. Les bons gestes et les économies d'eau sont encouragés. Ce 20 mai, nous fêterons les Bernardins et il s'agit également de la journée mondiale des abeilles, ce petit pollinisateur essentiel à la santé des êtres humains et de la planète. Je vous souhaite une excellente soirée sur Monaco Info.